Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Dubaï est devenu une destination à la mode pour les touristes sur fond d'ébullition du monde musulman. Des Émirats arabes unis au sultanat d'Oman, nous avons donc parcouru ces îlots de stabilité sur fond de rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Dans le désert, l'eau est plus chère que le pétrole. Mais à Dubaï, la production ne représente que 5% des 3 millions de barils jour de ce pays formé depuis 1971 par la réunion de 7 petits émirats. D'où une diversification précoce dans l'immobilier, les services financiers et le tourisme. Mais lors de l'explosion de la bulle financière en 2008, c'est d'Abu Dhabi que vint le secours de 50 milliards de dollars versés par les caisses de l'émirat à Dubaï, capitale économique de la Fédération des Émirats arabes unis. Du coup, la plus grande tour du monde, fierté de la ville, fut rebaptisée Burj El Khalifa, du nom du prince héritier ayant succédé au fondateur Sheikh Zayed. Ici, on est plus proche de la Californie que de l'Arabie saoudite. Les autoroutes urbaines s'entrecroisent, les tours dessinent une skyline à l'américaine. À l'origine, c'était l'émirat le plus libéral où l'on pouvait consommer de l'alcool et pour les femmes, conduire leur voiture. Ville artificielle surgit du désert où l'on peut toutefois faire du ski, Dubaï ambitionne de devenir le plus grand hub touristique du monde, prévoyant même de doubler la taille de son aéroport. Éric Méjean dirige la sécurité d'un grand groupe français pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Quand il n'est pas en Bretagne, Dubaï reste pour lui une plaque tournante idéale. Alors, vous êtes aussi très attaché à la Bretagne, vous y avez fait un peu votre port d'attache, et c'est un endroit, je crois, que les enfants apprécient. C'est une des raisons principales pour lesquelles nous y conservons une maison, c'est que c'est le point vers lequel nous retournons, vers lequel les enfants peuvent retourner. Ils savent qu'ils sont de quelque part, et ce quelque part, c'est là-bas. Ils se sentent de partout, d'ailleurs, puisqu'on voyage beaucoup. Mais lorsqu'on leur pose la question, ils sont bretons avant tout. Alors on a une image de Dubaï assez artificielle, c'est une ville qui est sortie de terre en quelques décennies. Est-ce qu'on peut y vivre agréablement, surtout avec une famille nombreuse, si je puis dire? Je pense que le côté attractif de Dubaï pour des enfants de cet âge-là, ce sont les parcs marins, ce sont les week-ends dans le désert, ce sont toutes les activités autres que celles de l'école, bien évidemment. C'est la possibilité de voyager également dans un certain nombre de pays qui ne sont pas si loin que ça, hein. Puisque en étant ici positionné sur les Émirats, on a apporté bon nombre de pays, la Jordanie, l'Iran, le Sri Lanka, l'Inde, le sultanat d'Oman, enfin bref, on n'a vraiment que l'embarras du choix à 1 ou 2 heures d'avion. J'ai tendance à comparer les Émirats un petit peu à la Suisse de 39-45, vous voyez, c'est cet endroit où tout le monde venait. La Suisse du Moyen-Orient. Voilà, la Suisse du Moyen-Orient, la nouvelle Suisse du Moyen-Orient. Pour moi, Dubaï, c'est une ville où chacun peut vivre comme il l'entend, sans forcément changer ses habitudes. Ce qui est vraiment une exception en termes d'expatriation. On arrive dans une vie où on peut avoir le mode de vie que l'on souhaite véritablement. Évidemment lié aux moyens qu'ont les uns et les autres. Mais je pense que le gouvernement ici a eu une intelligence particulière. Alors déjà, c'est une organisation de la cité qui est remarquable et a bien des points de vue. Et ensuite, compte tenu des besoins propres au pays en termes de développement, en termes d'activité, eh bien, ils ont besoin de personnes qui viennent d'ailleurs avec des compétences, avec des connaissances, avec des savoir-faire, pour venir les aider à développer leur pays. Les pays du Golfe, qui ne connaissent à l'origine que la pêche côtière, se sont pris de passion pour la voile. C'est la raison de la présence à Dubaï du Britannique Andy Tourelle, directeur des courses d'Os et Sport, filiale du groupe Telegram.
Depuis combien de temps tu travailles sur les Extreme Series? Je travaille sur cette catégorie depuis 7 ans maintenant et sur les Extreme Flying Series depuis à peu près 5 ans. Je suis ensuite passé à l'organisation. C'est ma 4e saison en tant que directeur de l'événement. Tu as commencé par la course au large? Oui, j'étais skipper pro depuis 8 ans. Je faisais beaucoup de courses au large. Un tour du monde à la voile en 2007-2008. Je suis entré dans l'équipe Sodebo avec la team IMOCA pour le Vendée Globe. Et ensuite, je suis arrivé sur ce projet. Alors ici, c'est pas une course, hein, c'est un test à Dubaï avant la première qui se déroulera à Oman. Oui, c'est ça, c'est un test. C'est le test des foils. Ça fait une grosse transition pour un bateau. Si je comprends bien, le principe de l'événement consiste à organiser la course dans une baie. That's right. Yeah. So there's eight acts through the year that constitute the Extreme Sailing Series, and the unique selling point. Le point commun de ces courses, c'est le concept de stade. On ne court pas au large, on amène les bateaux tout près du bord, du public, des sponsors, des médias internationaux. On n'est pas là pour naviguer à 1 mille au large. Notre but, c'est de naviguer à 5 mètres du bord. Donc le but, c'est de capter l'attention des gens qui sont dans la ville. Oui, c'est ça. L'idée, ça n'est pas vraiment de regarder, c'est de vivre une expérience autour de la voile pour intéresser un public qui ne connaît pas la voile et lui montrer notre sport fantastique. Ton frère était le capitaine de bord du bateau de Dongfeng sur la Volvo Ocean Race. Oui, c'est ça, c'est un peu une reprise en main familiale. Est-ce qu'ils se sont améliorés? Leur saison était juste incroyable. Merci Andy, maintenant montons à bord. Let's go sailing. Nous assistons ainsi ce jour-là à la séance de test des Extreme Series qui se dérouleront fin mars dans le Sultanat d'Oman après l'America Cup. Nous sommes avec Clémentine. Clémentine, elle est née à Paris, mais ses parents sont bel et bien bretons. C'est ça, deux parents bretons. D'où? Mon père de Bénodet, ma mère de Bretagne Nord. Alors, vous travaillez pour les Extreme Series et pour un sponsor qui s'appelle SAP. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Alors moi, je m'occupe d'un sponsor qui s'appelle SAP et qui s'occupe de récupérer les données à bord des bateaux pour améliorer la performance des marins et donner plus d'informations aux ceux qui nous suivent, à nos fans et au public. Et sur le plan technique, il faut quand même un minimum de vent pour que les foils décollent, c'est ça? Absolument, c'est la première fois en fait, qu'on a des foils sur le circuit, c'est le premier événement. Et donc les marins sont en train d'essayer de trouver un peu comment ça marche et de voir comment le bateau fonctionne et ce qu'il faut qu'ils fassent pour que ça aille plus vite ou ça se lève ou ça se lève pas. Et est-ce qu'on sympathise avec les navigateurs, avec les équipages? Est-ce qu'on se voit beaucoup pendant hors compétition? Bon, en fait, on a une grande famille, un peu comme un cirque, on dit ça souvent d'ailleurs. On se voit souvent après le travail, on va prendre des verres ensemble, on dîne ensemble. On est une grande équipe, comme on passe beaucoup de temps ensemble. En fait, on est assez soudés. Quelle est leur principale préoccupation au-delà de la performance technique? Gagner. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. Ils sont là pour gagner, donc ils vivent pour gagner. Ils dorment pour gagner, ils mangent pour gagner. Bertrand Thiébaut a la culture de l'expatrié dans le sang. Entre ses séjours à Carantec, dans le Finistère, où il s'adonne à la voile et au golf, il saute d'un job à l'autre dans l'industrie automobile, de Détroit à Dubaï, en passant par Bangkok ou Tokyo. Responsable depuis peu de la division Al Futtaim Motors, il a rejoint l'un des groupes les plus influents de l'Émirat qui emploie 50 000 personnes dans les domaines de l'automobile, mais aussi de l'assurance, de l'immobilier et même un golf dont profitent ses salariés. Le golf, une nouvelle passion à Dubaï. Présent dans 22 pays, le groupe Al Futtaim possède, depuis 1955 sur le territoire des Émirats, les droits de la marque Toyota, dont il est l'un des plus anciens distributeurs et dont il écoule 140 000 véhicules par an. Donc là, tu as donc cette zone de réception où on atteint jusqu'à 650 entrées par jour. En moyenne, on en reçoit à peu près 300-350, donc c'est un très très grand atelier.
Un des plus grands au monde de Toyota? Oui, probablement le second plus grand. Et on est en train d'en construire un second à Abu Dhabi qui va être de cette dimension-là aussi à peu près. Spécifiquement, le marché des Émirats Arabes Unis, c'est à peu près 15 à 18% du marché français. Mais comme c'est principalement des très grosses voitures comme ça, en valeur, on peut dire que c'est un marché qui pèse à peu près la moitié du marché français. Parce que chaque voiture a une dimension et un prix qui est très supérieur. La classe moyenne aisée est très friande de véhicules. Il n'est pas, je dirais, inhabituel qu'une famille possède 5, 6, 7 voitures. Donc en fait, si tu veux, à partir de là, le client ne va plus là, mais ça c'est une zone qui est climatisée, puisqu'on a tout le problème de la chaleur en été, et commence en fait l'atelier lui-même. Alors tu m'as dit que vous aviez quand même une capacité de stockage de combien de véhicules? En tout, plus de 20 000. Qui sont dispatchés sur des centaines d'hectares Qui sont dispatchés sur des zones très grandes, oui, avec notamment une zone de préparation des véhicules et une zone de montage d'accessoires, parce qu'il y a beaucoup d'accessoires très spécialisés. Donc tu vois la taille de cet atelier, qui est d'ailleurs un atelier complètement aux normes Toyota. Donc c'est fait exactement comme une usine Toyota. Il est nettoyé 4 fois par jour. Et l'ensemble de l'atelier, en fait, est piloté de cette tour de contrôle, ici. Tour de contrôle, là. Maybe we can have a look inside and you can explain how it works. On va voir la tour de contrôle. Le mécanicien, en fait, ne sort jamais de son espace de travail. Et le travail lui est donné d'ici. C'est-à-dire que c'est piloté d'ici par informatique. Il y a ce qu'on appelle des master technicians, qui sont des gens en fait, qui sont capables de faire à peu près n'importe quoi sur la voiture. C'est des ingénieurs en fait. Voilà, c'est des ingénieurs, exactement. Quand on rend la voiture au client, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc c'est un vrai retour du véhicule, où on explique à la personne ce qui a été fait sur le véhicule, pourquoi on l'a fait, et on prend le temps de le faire dans un espace pareil qui est dédié, pour que réellement ça soit un moment de contact agréable. C'est très important dans cette culture, mais c'est très important en général dans l'automobile. Qu'est-ce que vous faites sur la voiture à hydrogène en ce moment? C'est une bonne question. Eh bien, on travaille sur le principe d'un véhicule qui s'appelle la Mirai, qui est vendu déjà en Californie. Une voiture qui fonctionne donc avec une pile à combustible et qui fonctionne donc avec une bonbonne d'hydrogène liquide. Et un des objectifs en fait de Dubaï et notamment des Émirats Arabes Unis, c'est de passer en émissions neutres, c'est-à-dire plus de balance négative avec beaucoup d'émissions de CO2 et autres. L'idée, c'est d'amener ce véhicule ici, et pour faire ça, il faut avoir à la fois des pompes d'hydrogène liquide. Donc on travaille notamment avec des partenaires tels que par exemple Air Liquide. Et puis aussi, l'idée, c'est d'amener ces véhicules. Ces véhicules, c'est une nouvelle technologie, donc il faut préparer la formation. Le but de tout ça, c'est que pour 2020, l'exposition 2020, on ait des flottes de véhicules capables d'accueillir les gens qui vont venir à cette exposition, à la fois des bus, mais aussi des voitures. Nous rejoignons maintenant Abu Dhabi, à 1h30 d'autoroute de Dubaï. Hormis certains Émirats encore très rigoristes comme Sharjah, l'écart entre les deux grandes villes des Émirats Arabes Unis s'est considérablement réduit. Toutefois, même si l'objectif d'avenir reste l'exposition universelle de 2020, la mosquée construite par Sheikh Zayed, la 4e au monde après la Mecque, Casablanca et Istanbul, montre le poids des traditions religieuses. Inspirée du Taj Mahal avec 82 dômes de 7 dimensions différentes, sa construction, entamée en 2001, s'est achevée en 2007. Elle possède le plus grand tapis du monde, fait à la main, à Shiraz, en Iran, dont sont originaires 80% des commerçants du souk aux épices. Abu Dhabi a rattrapé son retard sur Dubaï, réputé à l'origine comme la ville la plus laxiste au sens occidental. Mais Abu Dhabi abrite surtout une base militaire française en vertu d'un accord de coopération secret qui remonte à Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Yves Le Drian s'est lui-même rendu 14 fois dans cet émirat, moins médiatique que le Qatar, mais qui fait la fortune des industriels français de l'armement, comme nous le dit l'ambassadeur de France, qui nous parle aussi du grand projet du Louvre. Monsieur l'ambassadeur, tous les pays du Golfe sont inquiets par la chute des cours du pétrole. Ici, malgré tout, il y a eu une diversification qui est engagée depuis longtemps. L'industrie, le PIB lié à l'industrie du pétrole ne représente qu'un tiers du total. 135 milliards de dollars l'année dernière pour un total de 390. Le reste, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire une énorme industrie touristique qui se développe à fond, une industrie aérienne, mais aussi, surtout, cet énorme hub, ce caravansérail qui importe, qui réexporte pour toute la région. Les Émirats Arabes Unis
peu de gens le savent, sont notre troisième excellence commerciale au monde, derrière le Royaume-Uni, derrière Hong Kong. Pourquoi ? Parce que c'est une extraordinaire plateforme de réexportation vers l'Afrique de l'Est, vers le sous-continent, vers le Caucase. Et naturellement, vers ce marché très important que sont les pays du Golfe, à la fois pour nos produits agricoles, à la fois pour l'industrie du luxe, pour l'industrie aéronautique. Le Paris du Louvre est un Paris assez fou, transplanté ici, sur les rives du Golfe, un musée français, et pourtant, il va se faire, même s'il a pris un peu de retard. C'est beaucoup plus que l'ouverture d'un musée. Ce sera une nouvelle scène muséographique, mais c'est aussi un message extraordinaire d'ouverture et un message d'universalité. Ce pays, situé au milieu du Golfe, va produire avec nous une vitrine d'ouverture où se mélangeront art contemporain, art classique, art religieux, de toute religion, offrant une vitrine du monde tout à fait exceptionnelle. Et je pense que ce sera non seulement un motif de fierté pour les Émiriens, mais ce sera aussi un motif de fierté fondamentale pour nous, et quelque part, c'est l'une des plus belles traductions de l'université, de notre modèle à nous, France, et de notre partenariat. Alors l'industrie de défense française est implantée depuis longtemps ici. Il y a même une base militaire dans les 3 armes. Ça suppose des relations de confiance et un traité d'amitié qui est ancien, qui a été secret, qui ne l'est plus. Oui, tout à fait. C'est une relation, comme vous l'avez dit, très ancienne, qui est une relation intime en matière de défense depuis 1974, qui ne s'est jamais démentie, qui s'est traduite naturellement par l'acquisition des matériels, mais aujourd'hui par une présence physique et une présence discrète. Mais nos partenaires émiriens savent que nous sommes là. Et cette présence militaire, elle s'exprime aussi par la présence du groupe aéronaval tous les ans en exercice, non seulement en exercice, mais dans les opérations de guerre, dans leur soutien. Et donc, aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont pour nous un partenaire. Ce n'est pas uniquement un acheteur, c'est aussi un partenaire important, puisque les Émiriens nous aident aujourd'hui fortement dans le combat contre Daesh. Les 3 armes sont représentées sur la base française. Et tout d'abord, un maître marin-pompier, originaire de Brest, pour les bâtiments en escale, et un aviateur de Lambézélec pour coordonner la flotte aérienne qui relaie les Américains pour aller bombarder Daesh. Bon, alors je me retrouve avec Richard et Olivier, à l'ambassade de France. Vous êtes tous les 2 militaires, expatriés, détachés ici. Pour vous, Olivier, vous êtes arrivé quand ? Pour moi, c'est un détachement de 3 ans. Donc je suis arrivé avec ma famille, mes 2 enfants et mon épouse, sur Abu Dhabi. Et vous faites quoi ? Donc je suis marin-pompier et je travaille à la base navale. Moi je suis arrivé il y a 3 ans et demi, j'ai la chance de faire 4 ans, puisque je rentre cet été avec ma femme et mes 3 enfants. Oui, je travaille, donc je suis de l'armée de l'air. Je travaille sur la base aérienne pour l'accueil des avions de passage et la coordination avec nos hôtes émiriens. Olivier, il y a toujours des dangers liés au feu dans les métiers qui sont les vôtres. Il faut prévenir les risques d'incendie. Oui, tout à fait. Donc, moi, je m'occupe essentiellement, je suis le chargé prévention des risques professionnels. Donc, je m'occupe de faire des formations liées à l'incendie. Et donc, je coordonne les équipes avec le renfort extérieur, parce que sur la base, nous n'avons pas d'équipe d'intervention proprement dite. On est aidé par les renforts extérieurs de la ville. Alors Richard, vous travaillez à la base aérienne, mais la base française, elle est enclavée dans une base émirati, et par ailleurs, il y a des mouvements d'avions à gérer. L'essentiel justement de mon travail, c'est de faire cette coordination afin que les avions arrivent, soient gérés au bon moment. Donc c'est du contrôle aérien? C'est plus que du contrôle aérien, mais du contrôle de parking, c'est du contrôle de déchargement, puisque donc certaines fonctions sont mutualisées entre nos pays au sein d'une escale. C'est également assurer la sécurité incendie aussi. Je chapeaute les pompiers qui sont sur la base, les pompiers français qui sont sur la base. Et la protection, puisqu'on a également des commandos pour assurer la protection de nos avions de passage. Alors, est-ce que l'adaptation est facile quand vous vivez avec vos familles sur place? Alors, j'ai eu la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance d'arriver en juillet. Et en juillet, aux Émirats, il fait très chaud. Ouais, donc, 50 degrés, pas loin. 50 degrés, ouais, on a frôlé les 55.
Donc, contrairement au climat breton qu'on connaît bien, l'été n'est pas le même. Donc, on a souffert à l'arrivée, notamment pour les familles. La rentrée des classes au mois de septembre fut très dure pour tout le monde. Mais aujourd'hui, maintenant, le climat est meilleur. Et là, on apprécie. C'est l'hiver. C'est l'hiver, l'hiver à 20 degrés. Donc, on apprécie. L'hiver ici, c'est l'été en Bretagne. Voilà, tout à fait. Et là, on apprécie, on peut faire les balades, on peut se promener. Contrairement en été où, avec la chaleur, on est obligé de, entre guillemets, se réfugier dans les centres commerciaux à la clim. Et Richard, même chose, les familles se sont adaptées. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Vous vivez sur la base ou en dehors? On vit en dehors, donc on vit en ville, donc c'est justement un des intérêts de l'expatriation, c'est de pouvoir profiter de la vie sur place, ce que les Émirats peuvent nous apporter, en échange culturel également. Et c'est vrai que les familles s'habituent assez vite. La chaleur initiale, tous les endroits sont climatisés, donc on s'y fait bien. Un petit peu plus dur pour faire du sport au début, puisque mon enfant joue au rugby et qu'en septembre, le rugby, c'est un petit peu difficile. Mais ceci dit, ça a d'autres avantages, puisqu'ils ne connaissent pas les terrains gras. Et ils ne jouent que sur des terrains en très bon état. Alors, vous êtes ici dans un îlot de stabilité. Malgré tout, la région est une poudrière. Est-ce que vous sentez la tension sur place? Au quotidien, on ne sent pas du tout. Au niveau sécurité pour les familles, c'est vraiment un pays qui a beaucoup de règles. Donc au quotidien, on ne ressent pas du tout ce climat de tension. Et Richard, vous avez la même perception? C'est exactement ça. Et ce que mon épouse et mes enfants apprécient, c'est effectivement la grande sécurité qu'on a en ville. On peut se balader absolument à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit, en ayant le sentiment réel de ne pas risquer quoi que ce soit. Et cette ville offre ces facilités. On se sait surveiller partout, on connaît les contraintes, entre guillemets, ce qu'on doit respecter. Et à partir du moment où on respecte les règles ici, on est... Bon, messieurs, je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour aux Émirats. Merci beaucoup. Enfin, un adjudant-chef originaire de Vannes est en charge des ressources humaines, soit près de 700 hommes dont il faut gérer les besoins au quotidien. Moi, mon travail, c'est donc le soutien, l'assistance, le conseil. On gère également tous les gens qui sont affectés en longue durée, entre 2 à 4 ans, plus tous les gens qui sont en courte durée, entre 2 mois jusqu'à voire 6 mois pour les plus longs. S'ils ont pas mal de questions ou s'ils ont des doutes, à ce moment-là, c'est à nous justement de leur apporter le réconfort et tout. Et après, c'est reparti. De toute façon, le militaire, quel que soit son rang, il a besoin d'être conseillé, d'être assisté, d'être suivi, et c'est ça qu'on leur apporte. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ici? L'accueil, les gens, et puis l'environnement. Le désert? J'adore le désert, oui, tout à fait, parce que ça fait... J'ai été pas mal dans d'autres pays, pas mal d'autres continents, et vraiment, ça change, quoi, voilà. Et puis en plus, il y a pas mal d'activités, que ce soit... donc en 4x4 ou faire en bivouac dans le désert, c'est super, c'est agréable, c'est magnifique. Nous poursuivons notre voyage au sultanat d'Oman, bordé par les Émirats arabes unis au nord, l'Arabie saoudite à l'ouest et le Yémen au sud. Protectorat britannique de 1891 jusqu'en 1970, où le sultan Qaboos bin Saïd al-Saïd détrône son despote de père. Il va alors conduire le pays vers l'alphabétisation, la prospérité et une timide démocratisation. C'est qu'il aura fallu l'appui des Britanniques et des Iraniens pour mater l'insurrection communiste de 1965. Et vu le contexte régional, la prudence s'impose. Les États-Unis ont d'ailleurs installé une base militaire sur l'île de Massir pour la 7e flotte. Produisant 600 000 barils par jour, Oman a des ressources pétrolières limitées, surtout comparées à l'Arabie saoudite voisine. D'où le développement à marche forcée du tourisme, avec un nombre d'hôtels passé de 200 à plus de 6000 en une décennie. Avec 1300 km de plage face à l'Iran, des villes côtières comme la capitale Mascate, dont il faut visiter le port, et bien sûr le souk attenant, le pays ne manque pas de sites privilégiés. En particulier, Sour, au nord, charmante station balnéaire, ou encore, en plein désert, l'ancienne capitale du sultanat Nizwa, à l'intérieur des terres. Résultat, 30% de touristes supplémentaires chaque année,
C'est l'un des paradoxes de ce petit pays au bout de la péninsule arabique. Ici s'achève ce Breton d'ailleurs, à quelques encablures du détroit d'Ormuz, dans ce petit sultanat qui joue résolument la carte de l'industrie touristique pour sortir d'une rente pétrolière qui commence à s'épuiser. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.